surtout bienvenue aux Forges de Pirenne. Alors, pour commencer, je vais quand même me présenter, hein, parce que moi ici, dans ce musée, eh bien, j'ai un statut un petit peu particulier, dans la mesure où je suis un indépendant. Je suis donc un artisan et je suis forgeron spécialisé en coutellerie. Ce qui veut donc dire que bien autrefois, dans un même village, vous pouvez croiser plusieurs types de forgerons, tels que le charron, par exemple. Alors lui, le charron, c'était en quelque sorte à l'époque un peu le garagiste du village, hein, si vous voulez, dans la mesure où son travail l'a mené à travailler sur des charrettes. Et alors, il faisait essentiellement le bandage, autrement dit le cerclage des roues et des moyeux. Vous pouvez croiser aussi le taillandier. Alors lui, il était plutôt dans l'entretien et la fabrication de tout ce qui était matériel agricole et outils de jardin. Le taillandier aussi. Non, pardon, le maréchal ferrant. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, le maréchal ferrant, il était apte bien sûr à chausser les chevaux, mais il chaussait aussi les ânes, les mules, les vaches et les bœufs. Et les propriétaires n'hésitaient pas à traverser le village avec leurs animaux pour le rencontrer, alors que le maréchal ferrant d'aujourd'hui est devenu itinérant, c'est-à-dire que c'est lui qui va se déplacer auprès de sa clientèle. Et alors ici, dans la vallée de la Barguillère, sur une vallée qui est juste à côté de Foix, eh bien tous les forgerons s'étaient spécialisés dans la couterie. Et dans toute la vallée, on n'y croisait que des coutiers. On les avait même baptisés à l'époque, enfin je vous rassure, hein, sans aucune méchanceté, on les avait baptisés des gagnes petits. Tout simplement parce que parmi tous les forgerons qu'on pouvait être, eh bien c'était certainement les coutiers qui travaillaient le plus, mais qui malheureusement gagnaient le moins. D'où l'expression qui nous reste encore aujourd'hui. On n'ira jamais travailler pour des clous. Alors si je vous ai parlé de ça un petit peu rapidement, eh bien c'est parce qu'en matière de coutellerie, et ça a duré pendant plus de 5 siècles, ça a été un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu plusieurs acteurs qui sont intervenus sur la fabrication d'un couteau. Et le premier d'entre eux, bien sûr, c'était le forgeron. Parce que si vous tenez à avoir une lame de bonne qualité, il serait quand même préférable qu'elle soit forgée. Et alors, en ce qui concerne les outils du forgeron, ils sont restés les mêmes, puisqu'on travaille toujours avec le marteau, l'enclume et le tranché. Et alors, un tranché, eh bien finalement, c'est ni plus ni moins qu'un burin. Sinon, il a quand même la propriété de pouvoir se loger dans un des trous de l'enclume, ce qui me permettra de pouvoir travailler les mains libres, et il me servira, vous le verrez tout à l'heure, à découper le métal quand il sera chaud. Mais enfin, l'essentiel, ça reste surtout la forge et la matière première utilisée. Parce qu'en coutellerie, on ne va pas travailler le fer, bien sûr, on va travailler de l'acier. Alors de l'acier, eh qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du fer additionné de carbone. Alors c'est vrai que le fer à béton, c'est déjà de l'acier. Mais malheureusement, il a une teneur en carbone qui est beaucoup trop faible pour qu'on puisse faire avec une lame de bonne qualité. Et alors en forge, on va travailler aussi énormément avec les couleurs. Parce que figurez-vous que les couleurs, eh bien, ce sont des indicateurs de température. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ateliers de forgerons étaient toujours très sombres. C'est pour qu'on puisse mieux identifier ces couleurs. Parce qu'un acier qui va être forgé trop chaud ou trop froid, dans les deux cas, on va tout simplement le détériorer. Alors je vais le forger entre 850 et 950 degrés. Et c'est donc la couleur rouge cerise que je vais retenir. Puisque c'est elle qui va m'indiquer la bonne température de frappe. Et alors, quand les forgerons aient terminé leur activité, eh bien, ils allaient porter leur travail chez les émouleurs. Alors, eux, leur tâche, eh bien, ça va être de donner les premières pentes à la lame afin d'y rechercher le tranchant. Et alors, pour ça, ils vont travailler sur des meules de très grand diamètre. Parce que plus le diamètre de la meule sera élevé, plus leur tâche leur semblera simplifiée. Autrement dit, ils vont avoir la sensation de travailler sur une surface plane. Mais en même temps, ça va les conduire aussi à travailler couchés au-dessus de leur meule. Parce qu'en travaillant allongé au-dessus de la meule, eh bien, ils n'auront plus besoin de forcer avec leurs bras, puisqu'ils vont utiliser le poids de leur corps pour appuyer sur la lame du couteau. Et alors la deuxième particularité de ce métier, eh c'est quand arrive l'hiver. Parce que bien souvent l'hiver, il est accompagné du froid. Il ne faut pas oublier que les ateliers de l'époque n'étaient pas isolés. Donc là, les gars, ils travaillaient dans un milieu très hostile, très froid et très humide en même temps. Et alors ils avaient très vite compris que ça ne servirait à rien de chauffer tout le local. Et ils avaient donc décidé de ne chauffer que les hommes. Et alors le mode de chauffage qu'on avait adopté, eh c'était d'utiliser un chien comme couverture chauffante. Alors ce chien, il allait passer sa journée allongé sur nos reins ou sur nos jambes pour nous réchauffer. Comme on le voit d'ailleurs ici, sur cette ancienne gravure qui date du XVIIIe siècle, où on voit tous ces émouleurs qui sont allongés les uns à côté des autres, chacun au-dessus de sa meule. Pour la meule du premier, vous voyez, elle est ici, le couteau est ici, et là on peut constater qu'ils ont tous un chien sur le dos. Et alors pour les derniers, ils ont travaillé comme ça jusqu'en 1970. Vous voyez que c'est quand même relativement récent, hein. Et je reste moi le dernier représentant de ce métier à travailler toujours dans ces mêmes conditions. Ma explication est très simple. Hein. C'est que j'appartiens à une vieille famille de couteliers, je représente la 4e génération et je travaille toujours avec ce même matériel. Et alors par voie de conséquence, eh j'ai conservé le même mode de chauffage. Ce qui veut donc dire que chaque hiver, je travaille avec un chien sur mon dos pour me réchauffer. Alors je vous en parle tout simplement parce que si l'un d'entre vous passe dans mon atelier l'hiver prochain et qu'il me voit allongé sur une meule avec un chien sur le dos, bien vous savez que tout est normal.
Alors quand les émouleurs avaient terminé leur activité, eh bien, ils avaient porté leur travail chez les polisseurs. Alors eux, leur rôle, on le comprend assez facilement, dans la mesure où ça va être justement de supprimer les rayures provoquées par les meubles des émouleurs, mais en même temps de supprimer les rayures qu'ils vont provoquer eux-mêmes avec leur propre polissoir. Alors d'abord, le polissoir, eh bien, il va falloir le fabriquer. Alors un polissoir, c'est fait de lamelles de cuir de buffle. Tout simplement parce que le buffle, eh bien, c'est le seul cuir qui ne s'acornit pas à l'échauffement. Mais néanmoins, ça restait qu'un support. Parce qu'il va falloir l'émoriser, c'est-à-dire que je vais devoir fabriquer une pâte d'émori à base d'une colle organique qu'on appelle dans notre jargon de la colle poisson. Et cette colle, je vais la mélanger à de l'émori en poudre, comme celle-ci, et la pâte abrasive que je vais obtenir, eh bien, je vais l'appliquer tout autour de mon polissoir, et des polissoirs comme celui-ci, je vais m'en fabriquer toute une petite armée, mais qui vont avoir à chaque fois des grains de plus en plus fins, jusqu'à ce que j'obtienne un poli rayacé. Et alors, une fois que j'aurai obtenu ce poli rayacé, eh bien, je vais en faire un polymiroir à l'aide d'un autre type de polissoir qu'on appelle une frotte. Alors voilà, une frotte, c'est fait de disques en coton, comme ceci. Et alors, une fois en rotation, avec la force centrifuge, ça va devenir de plus en plus dur. Et là, je vais en profiter pour appliquer dessus une pâte à polir. Et c'est en frottant mon couteau sur ce type de polissoir que je vais obtenir le polymiroir. Mais alors, en parallèle, on avait aussi les façonneurs de manches qui travaillaient. Alors, eux, ils travaillaient directement avec le forgeron. C'est-à-dire qu'à l'époque, eh bien, c'était le forgeron qui recevait la clientèle et c'était donc lui qui prenait les commandes. Et s'il prenait par exemple une commande d'une cinquantaine de couteaux de cuisine comme celui-ci, eh bien, avant même d'allumer sa forge, il allait partir chez le façonneur négocier ses manches de façon à ce qu'ils puissent se retrouver tous les deux quelques heures plus tard chez le monteur. Alors lui, le monteur de couteau, il aura une tâche relativement simple, en tout cas tant qu'on va lui confier le montage d'un couteau de cuisine comme celui-ci. Tout simplement parce que tout le monde aura déjà travaillé dessus. Alors il aura juste 3 axes à poser, 6 rosettes, et avec un peu de façonnage et un peu de polissage, pour lui le travail allait être terminé. Mais en revanche, ce même monteur, quand on allait lui confier le montage d'un couteau pliant, eh bien il allait devenir en même temps ajusteur. Tout simplement parce que le forgeron, lui, avec ses outils-là, eh bien, il ne pouvait pas être suffisamment précis pour lui terminer le travail correctement. Mais il allait quand même s'arranger pour lui laisser suffisamment de matière sur le talon de la lame et sur le nez du ressort, afin qu'il puisse régler ce couteau, de façon à ce que cette lame, une fois le couteau ouvert, eh bien, qu'elle ne monte pas, ou qu'elle ne pique pas. Que ce couteau plaque quand on le ferme et quand on l'ouvre. Mais alors si en plus on décidait d'en faire un multipièce, autrement dit de lui rajouter à ce couteau soit un tire-bouchon, soit un poinçon, ou voire même les deux, il est bien sûr évident que chacune de ces pièces supplémentaires allait devoir fonctionner aussi bien que la lame. Mais tout en sachant quand même qu'à chaque fois qu'il allait vouloir essayer de régler un de ces 3 points, eh bien il allait forcément à chaque fois dérégler les 2 autres, vous voyez. Alors là, il fallait qu'il trouve un équilibre pour que ce couteau fonctionne à merveille. Et alors, une fois terminé, eh bien il allait être confié aux femmes du village, qui allaient avoir pour rôle d'abord de les nettoyer, ensuite de les emballer, mais surtout de les expédier sur tout le territoire français. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie aujourd'hui que jusque dans les années 80, eh bien, toutes nos régions de France possédaient leur propre modèle de couteau pliant. Et que tout ça s'est arrêté petit à petit dans les années 80 à cause du succès qu'a rencontré le Laguiole. Eh bien, c'était de réelles cartes d'identité. Hein, si on essaye tout simplement de se replonger quelques instants dans le contexte des années 50, juste au moment où on franchissait les portes d'une auberge, eh bien, rien qu'en observant les couteaux qui étaient posés sur les tables, parce qu'à l'époque, on n'hésitait pas à sortir son propre couteau de sa poche et de le poser sur la table au moment de déjeuner. Eh bien, rien qu'en observant les couteaux qui étaient posés sur les tables, on savait qu'ici c'était une table de Breton qui mangeait, par exemple, ou d'Alsaciens, de Corse, d'Auvergnat, de Parisiens, ou de Normands. Toute cette tradition a disparu à cause d'un seul modèle de couteau. Alors, ces femmes, elles emballaient ces couteaux par une unité de mesure qu'on n'a pas appris à l'école et qu'on utilise pourtant encore aujourd'hui en coutellerie. Et là, je vais vous parler de la grosse. Mais attention, la grosse a été utilisée aussi par d'autres corporations. C'est-à-dire que la mercerie l'a utilisée en son temps, l'ostréiculture l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a eu les œufs, mais encore bien d'autres. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, une grosse? À personne? Alors, une grosse est égale à 12 douzaines. Et chaque détaillant de France commandait ses couteaux par grosse. En revanche, ce qu'on a appris à l'école, c'est que 12 fois 12, ça faisait 144, exactement. Parce que la question qui va suivre maintenant, eh bien, c'est de savoir combien est-ce qu'on mettait de couteaux dans une grosse. Et là, ne me répondez pas 144, parce qu'il y a quand même un petit piège dans ma question. Mais par contre, je vous ai aidé tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec les œufs. Rappelez-vous autrefois, quand on vous envoyait chercher une douzaine d'œufs à la ferme, combien est-ce qu'on en mettait dans la douzaine? Et bien voilà, pour une grosse, c'est exactement pareil. Elle est faite de 13 pièces par douzaine, autrement dit, elle est égale à 156 et non pas 144. Alors c'est vrai que pour tout ce qui est denrées alimentaires, on le comprend assez facilement.
les huîtres, les œufs, etc. Mais en ce qui nous concernait en coutellerie, on avait un privilège des impôts, et ils avaient considéré qu'on en raterait au moins un par douzaine, et comme c'était rarement le cas, on mettait volontiers le 13e, puisqu'il n'était ni taxé, ni imposé. Puis en même temps, pour être honnête avec vous, ça nous permettait aussi de nous débarrasser des couteaux les plus moches. Et alors ce couteau, on l'avait baptisé, et on l'avait baptisé le 13-1, autrement dit le 13e de la douzaine. Et alors un 13-1 par définition, eh c'est un couteau qui n'était pas très joli, mais qui au demeurant restait quand même un couteau de très bonne qualité. Alors voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, là, je vais forger devant vous les principales étapes pour réaliser un petit couteau d'office comme celui-ci, avec le barreau d'acier que je vous ai montré tout à l'heure. Et en même temps, j'en profiterai pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mal à trouver des couteaux de bonne qualité. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Elle a consisté à forger ce barreau d'acier aux dimensions du couteau que je veux réaliser, autrement dit l'épaisseur, la largeur et la longueur. Alors je vais le remettre encore une fois en température, cette fois-ci pour pouvoir forger la pointe de cette lame. Et c'est là où vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer? Bien, tout simplement aujourd'hui, il est quasiment impossible de pouvoir trouver des couteaux forgés. Ce qui veut donc dire que cette opération de forge, elle a été complètement supprimée. Et elle a été remplacée dans un premier temps par de l'estampage, autrement dit de la découpe à froid obtenue par emboutissage. Et plus récemment par l'utilisation soit de la découpe au rayon laser, ou voire même de la découpe au jet d'eau. Mais attention, c'est pas tout non plus, parce qu'il y a aussi le choix des aciers. Parce que moi j'ai fait le choix de conserver les mêmes aciers qu'on a toujours utilisés en coutellerie, et ça depuis des générations. Rappelez-vous tout simplement les couteaux que nous avions tous sur nos tables. Il n'y a pas encore si longtemps que ça d'ailleurs. Je pense que vous avez tous connu ce type de modèle de couteau. Et bien malheureusement, la plupart d'entre nous, peut-être par ignorance, mais en tout cas la plupart d'entre nous, on s'en est trop vite débarrassé, sous prétexte que ces lames ne conserveraient pas leur aspect brillant. Et là, je peux vous assurer qu'on s'est débarrassé de couteaux de très très bonne qualité. Et je vais même vous rappeler un geste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais que l'on faisait systématiquement à l'époque quand on était à table. Rappelez-vous, on prenait le couteau de son voisin et on les frottait comme ceci, l'un contre l'autre. Et là, je peux vous assurer qu'avec ce type d'acier, on était certain d'avoir des couteaux qui allaient couper. Et alors si ce geste, on l'a un peu oublié aujourd'hui, c'est bien parce qu'il ne sert plus à rien. Amusez-vous à faire ça avec des lames inox. Là, vous risquez de perdre votre temps, parce qu'il ne se passera jamais rien. Alors justement, qu'est-ce qui peut bien se passer quand une lame n'est pas forgée, mais découpée? Et là, ça restera valable de toute façon, quel que soit le mode de découpage. Eh bien, il est tout simplement impossible de pouvoir respecter le réseau fibreux qu'on a à l'intérieur de l'acier. Parce qu'il faut savoir que dans l'acier, on a un réseau fibreux un peu comme dans le bois. Sinon que pour l'acier, il va aller toujours dans le sens du laminage. Alors si on se contente de découper tout simplement la silhouette de cette lame, imaginez ce qui va se passer quand on va commencer à découper la courbe. Et en même temps, on va découper tout ce réseau fibreux, surtout sur le premier tiers de la lame, la partie qui est pourtant la plus sollicitée quand on mange, quand on cuisine ou quand on découpe. Alors la question, bien sûr, ça va être de savoir comment je m'y prends. Et vous allez voir, c'est très simple. Je vais découper la pointe de ma lame à l'opposé de celle que je veux réaliser, de façon à conserver la fibre la plus longue, côté tranchant.
qui va me permettre ensuite de pouvoir forger cette pointe pour la mener ici, en lui faisant faire un quart de tour, ce qui permettra à tout ce réseau fibreux de venir épouser la courbe de la pointe jusqu'au talon. Alors, est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Oui? Alors voilà, ce petit travail supplémentaire. Là maintenant, je suis certain que cette lame, de la pointe jusqu'au talon, soit exactement de la même qualité. Alors je vais le remettre encore une fois en température, et cette fois-ci pour séparer nettement la lame de son manche. Vous voyez la silhouette de ce couteau qui commence à apparaître. Mais à ce stade de la fabrication pour le forgeron, le travail n'est toujours pas terminé, puisque maintenant cette lame, eh bien, il va falloir l'insculpter. Alors l'insculptation d'un couteau, eh bien, ça consiste tout simplement à frapper à chaud, et en profondeur la marque du fabricant. Ça en revanche c'est très important, parce que les couteaux qui sont exposés là devant vous sont garantis. Ce qui veut donc dire que s'il devait y avoir un souci un jour, ça permettra au moins de vous rappeler à qui vous l'aviez acheté, mais en même temps de mon côté aussi, bien de contrôler si c'est bien moi qui l'ai fabriqué. Vous voyez. Alors maintenant cet acier, eh bien, je vais devoir lui faire subir un traitement thermique pour le rendre très très dur. Mais seulement je ne peux pas le faire tout de suite parce que cet acier vient tout simplement de perdre toutes les propriétés qu'il avait avant que je le forge. Et alors on dit de lui qu'il a été stressé. Et effectivement cet acier, eh bien, il a été stressé par les montées successives en température que je lui ai fait subir, mais aussi par les impacts de coups de marteau que je lui ai infligés. Et alors pour le déstresser, eh bien, il va me falloir environ 13 à 14 heures. Ne vous inquiétez pas, un psychologue demande des années pour le même travail. Alors pour ça, je vais les lever à la même température de forge que vous avez vu tout à l'heure. Mais rappelez-vous qu'en début d'animation, je vous ai parlé d'une couleur. Le rouge cerise, exactement. Parce que moi, quand j'étais gosse, quand j'étais un jeune apprenti, eh bien, les anciens, pour m'apprendre la couleur rouge cerise, pendant plusieurs semaines, ils m'avaient confié un aimant. Parce qu'il va y avoir une température où cet acier ne prendra plus à l'aimant. Et ça sera juste à ce moment-là que j'aurai atteint exactement la bonne température. Et là, je vais en profiter pour l'enfouir dans un bac de chaux, parce que je sais aussi que la chaux, sous l'effet de la chaleur, eh bien, va me faire une petite chambre de combustion, un peu comme un mini-four, si vous voulez, ce qui va lui permettre de refroidir très lentement. Et plus il refroidira lentement, et mieux ce sera pour qu'il puisse retrouver toutes ses propriétés. Alors le lendemain, quand je vais le récupérer, quand il sera bien froid et bien stabilisé, je vais à nouveau l'élever à cette même température, mais cette fois-ci, je vais le refroidir brutalement dans un bain d'huile.
Et quand je le ressortirai de l'huile, eh bien cet acier sera devenu tellement dur qu'en même temps il en sera aussi fragile que de la porcelaine. Autrement dit, s'il m'arrivait par accident dans l'atelier de le cogner, comme ceci, il va se briser en plusieurs morceaux. Alors là, je vais devoir conduire une autre opération de chauffe qu'on appelle maintenant le revenu. Je résume, parce que la première opération que j'ai faite dans la chaux, on l'appelle le recuit. Ensuite, je fais ma trempe. Et là, je vais faire mon revenu et je vais l'élever à une température d'environ 280 degrés. Et cette fois-ci, c'est une autre couleur qui va m'indiquer la bonne température. Et c'est le bleu gorge de pigeon. Vous avez tous vu le jabot d'un pigeon plein de soleil. Et bien ce même bleu sur mon acier va m'indiquer qu'il sera aux alentours de 280 degrés. Mais seulement pour identifier ce bleu, eh bien je vais devoir blanchir cette lame, autrement dit la polir. Une fois qu'elle sera bien brillante, je vais venir caresser la surface de mon foyer comme ceci. Alors là, la température va s'élever tout doucement et de façon homogène. En revanche, je vais bien surveiller toutes les nuances de couleurs qui vont apparaître parce que lorsque je vais avoir un jaune paille, ça va m'annoncer l'arrivée de ce bleu. Parce que dès que j'aurai ce bleu, alors là, je vais devoir stopper immédiatement cette montée en température, cette fois-ci dans de l'eau. Et à ce stade, pour le forgeron, le travail sera terminé. Ce qui veut donc dire que cette lame aura retrouvé de la résilience, autrement dit de la souplesse, mais sans avoir perdu la dureté de la trempe. Voilà en gros les principales étapes qu'il ne faut surtout pas rater pour arriver à faire une lame de bonne qualité. Alors j'espère que maintenant vous aurez un autre regard sur vos couteaux, en tout cas ceux que vous allez utiliser à l'avenir. D'accord? J'aimerais juste rajouter 2 mots pour rappeler à tout le monde, et bien que, et en particulier aux enfants, que le couteau il a été créé uniquement dans le but du partage, et pas d'autre chose. Donc le partage, soit d'un bon repas ou d'un bon casse-croûte, on est bien d'accord là-dessus. Et en même temps, j'aimerais aussi vous prévenir eh bien, que d'avoir des mauvais couteaux chez soi, eh bien c'est quand même prendre le risque de rater des bons repas. Je vous remercie.